BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 543e édition de l'entreprise BFM, la dernière avant les vacances pour vous et pour nous, mais avec toujours la même formule, en première demi-heure d'émission, l'invité du week-end, et juste après, la niaque de la semaine, c'est tout de suite. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Et l'invité, bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe. Bientôt les Bonjour à vacances. toutes et tous, voilà, ben oui. Pour vous, pour nous. Ravi de terminer en beauté. Moi aussi, sachant que bien sûr on restera ensemble tout l'été, parce qu'il y aura aussi, je vous le dirai à la fin de l'émission, les best-of de l'été. Notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Esteves, le président du groupe ABO. Eh bien, c'est notre tradition, forcément, c'est vous qui nous le présentez. Effectivement, notre invité est un poids lourd, discret, du monde de l'équipement sportif. Le nom d'ABO ne vous dit pas forcément grand-chose, mais certaines des marques que porte le groupe vous sont peut-être davantage familières si vous êtes adepte des gymnases ou des salles de sport. On peut citer Gymnova, Haut-Jump, enfin il y en a toute une litanie. En matière d'escalade, entreprise aussi pour ceux qui sont des fans d'escalade. C'est le dernier développement en date d'une entreprise familiale dont les racines, je crois, remontent en 1955. C'est ça. Olivier a pris la suite de son père en 1992, après des études à HEC entrepreneur, excellente filière s'il en est, et une brillante carrière de manager salarié chez Philips. Notamment, vous êtes revenu des Pays-Bas vers la France pour préparer la succession de votre père à la tête de ce qui s'appelait alors France Équipement. C'était à la toute fin des années 80. Vous avez pris les commandes ensuite, donc restructuration, repositionnement, croissance externe également. Vous avez fait de l'entreprise un groupe qui pèse aujourd'hui plus de 160 millions d'euros et qui emploie quelques 1200 personnes. Très internationalisé déjà, mais comme en témoigne, je pense, l'introduction en bourse d'ABO, c'était il y a quelques mois, c'était fin 2016. En octobre 2016. Vous avez l'intention d'aller encore plus loin. Vous êtes fanat, je crois, de ski et de course auto, et donc vous avez encore envie d'accélérer. Dans quelle direction? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Merci Arnaud, bonjour Olivier Esteves. Bonjour, Estève, si je peux Estève, bien sûr, non, pardonnez-moi de cette erreur. C'est un peu notre question traditionnelle quand on reçoit un entrepreneur qui est passé d'abord par le mode salarié. On aime bien savoir, là on a un peu la réponse, c'est que c'était un peu pour la reprise de l'entreprise familiale que vous avez fait le saut. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre l'aventure familiale et pourquoi être d'abord passé par le salariat dans un grand groupe? Lorsque je suis sorti de l'école, cette éventualité, je veux dire la succession de mon père à la tête de l'entreprise familiale, donc cette éventualité n'était pas du tout à l'ordre du jour. Pour vous ou pour lui? Ou les deux. Les deux, de sûr, pas pour moi, probablement un peu pour lui. Peut-être oui. qu'il avait ça dans un coin de sa tête, mais en tout cas, il se projetait pour une durée encore passablement longue à la tête de l'entreprise. Oui. Et donc, la question ne s'est pas posée. Vous en aviez envie ou pas? Vous y pensiez à l'époque, en tant qu'étudiant HEC? Un peu. Un peu, oui. Un peu. Ouais. Vous aviez vécu dans l'entreprise, comme souvent, avec ses parents? J'y ai vous avez suivi, on en parlait le week-end. J'ai usé mes fonds de culotte. Voilà, c'est ça. J'ai fait quelques stages. Ce que je voulais entendre dire, d'accord. Donc, vous y pensiez, mais vous n'en parliez pas ensemble, si je comprends bien. Assez peu, parce que mon père m'a donné cette liberté-là de faire mes choix, d'orienter la première partie de ma carrière. Donc à la sortie d'HEC entrepreneur, comme nombre de mes congénères, j'ai préféré m'orienter non pas vers une PME ou la création d'entreprise directement comme première étape, mais plutôt vers une entreprise plus structurée pour y faire mes classes d'une certaine manière. Et donc, j'ai choisi Philips et la filière internationale chez Philips, ce qui me paraissait être une bonne première partie extrêmement formatrice en complément de mon école. Alors, c'est-à-dire combien de temps et à quel moment, finalement, la question se repose? Et finalement, elle est tranchée avec... La question se repose après 7 ans de carrière chez Philips. Puis une belle carrière, hein. Vous avez quand même gravi quelques échelons et passé à l'international. C'est-à-dire que j'ai fait un parcours classique au sein d'une entreprise de cette nature, Vous y preniez plaisir? Avec le diplôme qui était le mien. Vous y preniez plaisir? Beaucoup. Quelles étaient vos frustrations? C'est tant est qu'il y en avait. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'à un moment on retrouve la naissance de l'entrepreneur. Si la bascule s'est faite effectivement, et j'y venais lorsque mon père m'a téléphoné un jour en me disant c'est maintenant ou jamais, et d'une manière qui n'était absolument pas anticipée. Oui. Donc si j'ai répondu très rapidement et sans l'ombre d'une hésitation, c'est parce que je percevais déjà un petit peu les limites du système de carrière internationale dans une entreprise de cette dimension-là. Arnaud, je sens que vous avez envie de poser une question. À savoir le peu de prise sur le cours des choses, sur les événements, sur le gigantisme finalement d'une organisation comme celle-là. Vous avez le sentiment d'apporter votre pierre à l'édifice, mais pour une
toute petite part, dans une structure qui est déjà très organisée, très perfectionnée. C'est lié au phénomène grand groupe, ça, ou bien vous pensez que dans le salariat, quand on a la fibre entrepreneuriale, on vit forcément ce type de frustration ? Je n'ai pas suffisamment d'expérience en la matière. Finalement, je n'aurais passé que 7 ans chez Philips. C'est une seule entreprise qui a sa propre culture, qui, à l'époque en tout cas, est une culture forte et que je suis ravi d'avoir découverte. Je reste en contact d'ailleurs avec d'anciens chez Philips. Je pense que nous partageons un certain nombre de valeurs. Mais je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres groupes de même taille de par le monde. En tout cas, l'appel est réalisé par votre père et là, pour le coup, vous avez envie d'y aller. Donc je suis à Londres lorsqu'il m'appelle, et donc en mission pour Philips, et donc il me dit, voilà, ça me tombe un peu dessus, mais j'en ai assez. Je voudrais savoir si l'éventualité de me succéder est quelque chose que tu peux envisager ou pas, et tu as 1 semaine pour te décider. Donc je me décide, mais plus vite que cela même. En 48 heures, j'ai pris ma décision et j'organise mon retour en France. Alors ensuite, il s'ouvre une période transitoire qui est intéressante, parce que c'est le moment où on dit souvent que la transmission d'une entreprise, le passage de témoin d'une génération à l'autre, ça réclame du temps. Vous rejoignez l'entreprise, on est en 88 de mémoire, 88, voilà, ouais. C'est ça. Vous allez en prendre donc les commandes quelques années plus tard. Ouais. Cette période-là, ces 2 ou 3 années charnières, comment est-ce qu'on organise les choses pour vous, entre votre père et vous ? C'est d'abord un choc culturel, c'est-à-dire que c'est le gouffre immense entre l'organisation très huilée, très perfectionnée d'un groupe multinational et d'une PME de province. Qui à l'époque fait quelle taille, combien de salariés, pour qu'on se situe entre le saut justement que vous faites ? Pour schématiser, 5 millions d'euros et un peu moins de 50 salariés. Et qui connaît voilà, les aléas de la vie d'une PME. Ça n'est pas simple tous les jours. Oui, tout à fait, avec les difficultés, mais que connaissent des centaines de milliers d'entrepreneurs en France et ailleurs. Donc c'est une découverte. J'ai beau avoir été un petit peu formé à HEC dans l'excellente option entrepreneur, que je recommande au passage. Créé par notre ami Robert Papin. Voilà. Oui, salut, hommage à Robert, qu'on a reçu souvent dans cette émission. Exactement, qu'il soit salué au passage. Absolument, il le mérite. Donc, j'ai beau avoir été formé, un peu préparé à cela, le passage de 7 ans chez Philips ne m'a pas véritablement prédisposé à prendre des responsabilités dans cet environnement. Mais pour autant, en fait, la transition se fait avec votre père. Il ne part pas en vous donnant les clés. Il y a une période où vous bossez ensemble. Ou pas ? Il a pris ses décisions de partir parce qu'il était dans une phase de sa vie un peu compliquée. Et je peux dire qu'il a effectué un accompagnement, mais qui n'a pas été très présent. D'accord. Voilà. Donc vous êtes aux commandes, rapidement. J'ai dû... vous jeter à l'eau, allez, on va dire les choses clairement. Me jeter à l'eau, et finalement, ça n'était pas fait pour me déplaire non plus. Alors c'était il y a longtemps déjà, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour passer de ces 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à ce que vous faites aujourd'hui. Les grandes étapes, si on les résume en quelques instants, en fait, à partir du moment où vous avez vraiment la main et vous prenez en charge la destinée de cette entreprise. La première étape qui sera déterminante, parce que j'y apprendrai en accéléré finalement plus que dans toutes les années qui ont précédé, c'est une phase de difficulté qui passe par un dépôt de bilan et dont nous sortons en 1996. Après une période de restructuration lourde et compliquée. Cela étant dit, donc, la société, à l'issue de cette période-là, est réorganisée, assainie. Repositionnée aussi, je crois que c'est intéressant. Il y a un repositionnement au-delà de l'assainissement en termes de gestion. Il y a un repositionnement, c'est-à-dire qu'effectivement, sur cette période, une des premières décisions que je suis amené à prendre, c'est de concentrer l'activité sur le cœur de métier, sachant que l'entreprise s'était pas mal diversifiée dans les années qui avaient précédé, et que c'était cette diversification qui était en partie à l'origine des problèmes rencontrés. Alors vous arrivez à en garder le contrôle, vous maintenez quand même, vous passez cette étape du dépôt de bilan, du redressement. Nous sortons en plan de continuation, comme on dit dans le jargon, donc avec un passif à rembourser, ce dont nous nous acquittons sur les 9 années qui suivent. D'accord, 9 ans quand même. 9 ans. 9 ans d'adversité pour le coup. Ou pas, au moins quand même. Disons qu'à partir du moment où l'affaire repart, qu'elle est réorganisée, qu'elle renoue avec les bénéfices, donc le remboursement de la dette se fait relativement aisément. C'est du pilotage financier, quoi, du suivi du cas. C'est une contrainte supplémentaire, c'est une dette supplémentaire. Bon, nous n'avons plus de dette bancaire à l'époque, nous avons une dette héritée de cette période-là. Oui. On doute pendant tous ces moments, quand c'est long comme Bien ça. entendu. Oui. Et comment est-ce qu'on garde le cap ? Comment est-ce qu'on y croit ?
On y croit parce que d'abord, il y a une équipe autour de moi. Qui y a cru avec vous ? Qui a cru avec moi. Donc, l'équipe qui a bien voulu me suivre dans ces moments difficiles, donc m'a assisté, aidé tout au long de cette période-là. Et je précise que sans elle, je n'en serais bien entendu pas là. Certains d'entre eux sont toujours à mes côtés. À quel moment elle prend son envol ? Parce qu'on peut parler d'envol, là, pour le coup, avec ce qui est maintenant les résultats de vos entreprises. Le retournement, en termes d'activité, se fait en 1997-1998. Et dès 1999, nous commençons à regarder pour effectuer des opérations de croissance externe, pour commencer à compléter notre dispositif dans le métier que nous effectuons à l'époque. C'est un marché que, somme toute, on connaît mal. Ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est un marché extrêmement atomisé, où il est possible effectivement de grandir à partir du moment où on s'en donne les moyens et on fait ce choix stratégique, en agrégeant comme ça des indépendants pour constituer une gamme, une palette de marques. C'est ce que vous avez fait ? C'est ce que nous avons fait. Donc je suis convaincu qu'il y a une voie pour cela, c'est-à-dire une consolidation du marché. Alors nous avons commencé à le faire sur le plan français et puis nous le faisons depuis un certain nombre d'années maintenant à l'international. Alors aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien ce que disait Arnaud sur ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, à la fois ses activités, ses marques, ses clients, qu'on comprenne bien un peu, je suis sûr de bien comprendre votre métier. Il y a un portefeuille de marques assez spectaculaire, hein. J'en ai récupéré la liste une liste grâce à vos équipes. Très franchement, j'en ai découvert que je ne connaissais absolument pas. Et puis c'est interminable, quoi. Interminable, le mot est fort. Non, pas encore. C'est vrai qu'il y en a une certaine quantité. Ce sont vos marques, vous les possédez ces marques ou bien vous les distribuez ? Ce sont nos marques, oui, ce sont nos marques. Et avant de préciser un peu en quoi consiste notre activité, nous fabriquons la quasi-totalité de ce que nous vendons de par le monde. D'accord. Nous comptons plus d'une dizaine d'entités de fabrication réparties sur nos différents marchés. En France, à l'étranger ? En France, 4 unités de fabrication en France et puis le reste à l'étranger. Vos marchés, qui sont vos acheteurs, qui sont vos clients ? Alors nos clients, il y a un panel de clientèle assez large, des clubs de sport, des associations, des fédérations nationales, des fédérations internationales. Des intermédiaires. Des gestionnaires d'équipements également, qui peuvent être des gestionnaires d'équipements publics, de salles de sport publiques. Alors, nous comptons un tiers de clientèle publique sur l'ensemble de notre chiffre d'affaires. Ça varie d'un pays à l'autre. Ça va être un peu plus en France. Ça va être sensiblement moins dans un pays comme les États-Unis, où beaucoup de choses sont plus privées, sur un fonctionnement plus anglo-saxon. Vous êtes présent dans le monde entier, on évoque les États-Unis, la France, l'Europe, j'imagine, d'autres secteurs du Nous monde. sommes présents sur tous les continents. Tous les continents. Oui, parce que si on fréquente un petit peu les lieux sportifs, effectivement, une marque comme Gymnova, on la voit un peu partout, quoi. Et en fin de compte, derrière, c'est votre entreprise. Gymnova est une marque présente dans plus de 80 pays aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Comment fait-on pour avoir... c'est pas compliqué d'avoir autant de marques, autant à développer en termes de branding, en termes de notoriété de marque, en termes de produits. C'est coûteux, j'imagine. Alors c'est probablement un peu plus compliqué que d'en avoir une seule. Oui. Pourquoi d'ailleurs ne pas avoir d'une seule marque, une marque ombrelle qui pourrait être ABO ? Notre stratégie de marque, notre stratégie de marketing, c'est quelque chose qui fait l'objet d'une évaluation régulière, au moins une fois par an. C'est-à-dire que la question que nous nous posons, c'est devons-nous garder la vingtaine de marques, dont 7 à portée internationale, que nous comptons aujourd'hui ? Et si oui, pourquoi ? À chaque fois, nous devons apporter une réponse claire. Est-ce que nous avons intérêt à maintenir ce portefeuille de marques de par le monde ? Est-ce qu'ABO est l'une d'entre elles ou pas ? ABO n'est pas une d'entre elles. Non. C'est le nom de l'entreprise. Avec ABO, c'est le nom du groupe, c'est pour ça que c'est une belle marque en plus, ABO. Donc ça pourrait être une marque de sport qui serait un peu la marque ombrelle de l'ensemble de vos produits. Oui, mais les marques deviennent un actif, quoi. On va pas tuer une marque comme Gymnova. Je sens que vous aimez Gymnova. Non, c'est-à-dire qu'à force de la rencontrer, au fil des voyages, on se dit tiens, il y a quelque chose dans cet univers. Alors, je reprends le fil pour dire une marque ombrelle. Faites attention au micro parce que vous touchez le micro. Une marque ombrelle, une marque chapeau, c'est envisageable en théorie, ça l'est beaucoup moins en pratique. Parce que nous sommes sur des marchés qui sont des marchés de proximité. Et chacune des marques qui composent aujourd'hui notre portefeuille a son histoire, a sa culture, a ses liens forts avec sa clientèle locale. Et aujourd'hui, par exemple, nous considérons que ça serait une erreur majeure de vouloir substituer à notre marque états-unienne en gymnastique, qui s'appelle Spit America, la marque de Gymnova, qui est notre marque leader dans le reste du monde. Alors, la croissance demain viendra d'où ? Il vous reste encore à la fois quoi, les territoires à conquérir, des marchés à conquérir. Je rappelle qu'il y a eu une introduction en bourse. Généralement, c'est pas pour dormir ensuite. Voilà. C'est passé quand et pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ce choix de la bourse ?
Le choix de la bourse, pour financer notre croissance, le constat que nous avons fait il y a maintenant 2 ans, donc dans l'année qui a précédé l'introduction du mois d'octobre dernier. Donc ce constat, c'est que nous avions fait pendant une quinzaine d'années une croissance moyenne de l'ordre de 20%. Avec vos fonds propres ou en faisant appel à des fonds d'investissement? Sur nos fonds propres et avec un peu de private equity et de la dette bancaire. Et qu'il fallait envisager pour maintenir cette croissance à ce niveau-là, ce qui paraît aujourd'hui tout à fait envisageable compte tenu de l'état du marché, qu'il fallait donc renforcer les fonds propres dans l'entreprise et que l'entrée en bourse était sans doute le moyen de plus approprié. Quelle histoire avez-vous vendu à la bourse justement alors? Il y a 2 ans, était-elle en train de se réaliser? L'histoire que nous avez racontée, c'est d'abord la nôtre, ces 15 dernières années, et cette croissance de 20% annuelle, avec une combinaison de croissance organique pour un tiers, pour à peu près 6-7% par an, et puis de la croissance externe pour le reste, pour les 13-14% restants, en expliquant qu'aujourd'hui, nous envisagions de continuer sur cette tendance-là, alors avec une base, un socle qui était évidemment plus important qu'il y a 15 ans et qui nécessitait aujourd'hui de lever les capitaux. Ça change quoi la bourse quand on a été entrepreneur indépendant pendant autant d'années? D'abord, ça nous donne les moyens de notre ambition. Ensuite, ça nous donne une visibilité. Et puis, ça génère un certain nombre de contraintes, mais que nous vivons comme des contraintes nécessaires si nous voulons faire grandir l'entreprise. En termes de gestion, de reporting, de rigueur, on entend souvent ça, c'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est pas trop contraint, justement, cette contrainte vaut la peine en tout cas. Bon, nous avons peu de recul, puisque ça fait moins d'1 an que nous sommes cotés aujourd'hui, mais jusque-là en tout cas, nous en accommodons plutôt bien. Alors, on voit un groupe qui s'est développé, qui s'est diversifié, qui est maintenant introduit en bourse. Qu'est-ce qui reste de l'ADN du family business, de l'entreprise familiale dans l'ABO d'aujourd'hui et des années qui viennent? Je veux dire, c'est un ensemble de valeurs et c'est une ambiance. Ça touche généralement à de l'humain, à de l'impalpable, justement, cet ADN de family business. C'est pour ça qu'on a envie de vous entendre sur ces questions. Et ce que je pourrais ajouter, c'est que donc il reste de cette période, on va dire, des origines, un certain nombre de valeurs, donc le respect de l'ensemble de nos collaborateurs, l'échange, la concertation. Mais également, lorsque nous accueillons de nouvelles sociétés au sein de notre groupe, une manière de considérer l'intégration qui, justement, essaye de préserver la culture propre de chacune des entités rentrantes. Est-ce que comme beaucoup de dirigeants d'entreprises familiales, dont certains qui sont passés à ce micro, votre stratégie de croissance externe est plutôt ciblée sur d'autres entreprises familiales? Parce que vous dites, de family business à family business, la greffe prendra peut-être mieux. Alors, vous avez raison. Ça n'est pas un parti pris. Non, mais le constat que vous faites... C'est un état du marché. Voilà. C'est-à-dire que l'offre aujourd'hui, de par le monde, est une offre à la fois extrêmement morcelée, extrêmement locale et extrêmement familiale. Donc nous n'avons pas d'autre choix finalement que de cibler cela. Ça nous va bien. Oui, finalement, nous retrouvons notre culture, alors avec des spécificités locales souvent, mais nous y retrouvons plutôt bien. Une question, Olivier Estève, il nous reste un peu plus d'1 minute 15. Est-ce que votre parcours et votre histoire d'entrepreneur aurait été la même sans ces années difficiles? Probablement pas. En quoi vous ont-elles enrichi et comment managez-vous différemment aujourd'hui? Je crois que les échecs, parce qu'il s'agissait d'un échec, qu'à un moment donné de devoir déposer le bilan, les échecs renforcent un homme, une équipe, une organisation. Si on y survit, bien entendu. Ça a été le cas, c'est-à-dire que ça nous a permis, l'équipe dirigeante et l'ensemble de nos salariés, de réaliser que l'entreprise souffrait d'un certain nombre de faiblesses chroniques pour certaines d'entre elles. Le fait d'y avoir remédié, finalement, nous a vaccinés contre un certain nombre de dérives pour les années suivantes. La société a suivi le parcours que vous avez évoqué tout à l'heure. Nous restons aujourd'hui à la fois très précautionneux et très humbles devant les tendances plutôt positives des dernières années, parce que nous savons à quel point l'équilibre d'une entreprise est un équilibre fragile. Merci beaucoup. Merci. Une fois de plus, l'échec rend plus fort. Effectivement, quand on y survit, c'est encore mieux. En tout cas, bravo pour ce beau parcours du groupe ABO. Olivier Estève, merci infiniment. Merci. Il nous reste maintenant à accueillir dans cette première partie d'émission la niaque du week-end. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine.
La niaque du week-end, c'est une tempête. C'est Mina Storm et c'est Samantha Montalban, Arnaud. Et notre niaque de la semaine est la fondatrice d'une toute jeune entreprise, puisque son e-shop a ouvert en novembre dernier. Alors cette boutique en ligne, elle est spécialisée entre autres de lingerie. On peut résumer cela ainsi, un marché très compétitif, et Samantha va nous expliquer comment elle s'efforce de s'y distinguer. C'est une des pépites que nous permet de repérer nos amis du Mouvi. Bénédicte Sanson, vous êtes la déléguée générale du mouvement. Qu'est-ce que vous proposez justement à des entrepreneurs comme notre amie Samantha ? Eh bien, Samantha est arrivée dans le Mouvi grâce au prix Mouvi, dont elle a été mention spéciale du jury en 2016. Elle n'avait pas encore tout à fait créé son entreprise. Donc pendant quelques mois, on lui a permis de rencontrer encore des experts. On peut être Grand Prix sans avoir créé. Alors il y a une catégorie porteur de projet. Ouais. Voilà. D'accord. Donc elle faisait partie de cette catégorie-là. On les accompagne dès le départ. Absolument. On les avait même accompagnés à construire leur dossier de candidature. Elles avaient déjà été repérées à ce moment-là. Et puis ensuite, quelques mois où on leur fait rencontrer des experts, le temps qu'elles créent, qu'elles commencent à faire leurs premières ventes. Et dès que les premières ventes sont arrivées, on avait plusieurs mentors d'ailleurs qui s'étaient positionnés pour pouvoir accompagner Mina Storm, les filles, et Samantha et Chloé. Et donc, c'est Annie Paul Abissira qui a cette chance-là et qui donc les aide justement à grandir dans leur posture d'entrepreneur par le questionnement, comme toujours. Merci voilà. Bénédicte. Bonjour Samantha Montalban. Alors racontez-nous comment ça se passe. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, on va passer directement à l'application et au développement. Au début, comment ça marche ? Alors, Mina Storm, en fait, c'est né quand j'avais 18 ans. Je cherchais des sous-vêtements pour ma petite sœur et j'ai rien trouvé. Ouais. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et à la sortie de mes études, je me suis associée avec Chloé, une amie de fac, avec qui on a lancé donc, cette collection de soutien-gorge incroyable pour les adolescentes, pour les jeunes filles de 10 à 18 ans. Lancé, c'est-à-dire vous avez créé ou vous avez essayé de trouver des fabricants? Non, on a vraiment créé... L'offre était très faible. C'est ça. En fait, il n'y avait rien. Tout était soit trop enfant, soit trop séduction. Oui. Et nous, on avait vraiment envie de créer un soutien-gorge qui soit ultra confortable, rock'n'roll, parce que c'est pour des ados, donc il faut faire quelque chose qui ait un peu de caractère, et surtout de qualité, parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait pour les jeunes filles, c'est assez bas de gamme. Ça maintient rien, c'est pas des vrais soutiens-gorge, c'est plus des petites brassières pour s'amuser, mais c'est pas le vrai soutien-gorge. Comment fait-on quand on est... Vous étiez en fac à l'époque, dans quel domaine? Exactement. J'étais à Dauphine en marketing, et du Chloé... marketing. Vous étiez un peu dans le business. Oui, exactement. Voilà. Alors comment on fait? Par quoi on commence? Comment trouve-t-on à la fois le designer, le fabricant? Il y a un peu de technologie quand même, il faut que ça fonctionne, comme vous le dites. Comment vous êtes-vous pris? Au début, en fait, j'ai commencé à faire toutes mes études en fonction de ce projet. Donc j'ai accès dès mes 18 ans jusqu'à la fin. J'ai fait des stages, des mémoires sur la psychologie des adolescents, sur la façon de fabriquer en lingerie. Ensuite, on est parti à la recherche d'une usine. Il a fallu en convaincre une. On a trouvé une qui est exceptionnelle, qui est au Maroc, qui s'occupe de toutes les grandes marques de lingerie française. Donc, on a eu beaucoup de chance. Et à partir de là, on a commencé à travailler sur la communication, sur le plan de financement. Et puis, on s'est lancé. Mina, pourquoi Mina? C'est surtout pourquoi Storm, en fait. Ah oui, Storm, j'ai dit la tempête, c'est pour ça. Storm, c'est en référence à la journée shopping un peu désastreuse avec ma petite sœur pour la recherche de ce premier soutien-gorge. Pourquoi Storm? Je ne fais pas le rapport pour le coup. La tempête, c'était une journée très tempétueuse. Tempétueuse, d'accord. Voilà. Private joke, mais ça fait une excellente marque quand même. Voilà. Et Mina quand même, pourquoi? Alors en fait, Mina Storm, c'était l'idée de créer un modèle beaucoup plus positif pour les jeunes filles, dans lequel elles vont se retrouver. Mina Storm ne retouche pas ses photos, on laisse les petits boutons sur les mannequins. D'ailleurs, on ne prend pas de vrais mannequins, on prend des jeunes filles qu'on trouve sur Instagram. Donc Mina Storm, c'est vraiment un modèle pour les jeunes filles, un modèle très positif. Vendu en ligne uniquement? C'est un uniquement en ligne pour l'instant sur minastorm.com. Comment on finance Pardon, tout est dans le pour l'instant, parce qu'on peut imaginer qu'un certain nombre de retailers... Il y aura une boutique, éphémère, on a connu. On a connu les boutiques éphémères, des marques qui se développent. Comment on finance une telle aventure quand on est toute jeune et qu'on découvre l'entrepreneuriat par cette belle aventure? On fait des petits jobs tout le temps. Oui, mais enfin... Soir, week-end, vacances. On bosse beaucoup, ça on le sait. Voilà. Avec le sourire, comme vous pouvez le constater. Intact. Mais dès le début, en fait, parce que j'ai travaillé tout de suite dans l'idée de ce projet. Et ensuite, on a fait appel à du Love Money, donc auprès de nos amis, notre famille. Combien, par exemple? Vous avez levé combien? 30 plus 50... Oui, voilà. Bien, c'est bien. Ouais. Et comment on se fait connaître? Instagram, j'imagine? Instagram, énormément. Instagram, oui, tout à fait. Pour ce type de produit. Beaucoup d'Instagram, beaucoup de YouTubeuses, beaucoup de Snapchat. Mais surtout, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que nous, on s'était beaucoup axé sur les adolescentes. Et finalement, les femmes qui achètent chez nous, c'est aussi des femmes de 20 à 30 ans qui sont aussi à la recherche de quelque chose de confortable. Mais elles ont le choix, pour le coup, non? Et voilà. Mais donc, on s'oriente aussi un petit peu vers la presse parce qu'on a besoin de toucher aussi des jeunes femmes qui sont moins sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y a le mix, c'est-à-dire non seulement
seulement c'est confortable, mais il y a le style aussi. C'est ça, tout à fait. Ouais. L'ambition ? Allez, à 2 ans. On va garder 2 ans, ce qui est raisonnable. Déjà, élargir la gamme de produits. Ouais. On a sorti des maillots de bain, on sort du sport. Et ensuite, l'international très vite. On vend déjà au Luxembourg, en Belgique, en Suisse. Donc, on veut élargir à l'Europe et à l'Asie. Quel talent, Bénédicte Mouvgi, de nous trouver chaque fois des pépites comme ça, dont on se dit qu'elles vont grandir. On n'aura même pas le temps de les voir grandir, tellement ça va se développer vite. Merci beaucoup, Samantha Montalban. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Minastorm. Fin de cette première partie d'émission. On va passer à d'autres types de business et au private equity français. Restez avec nous sur BFM Business pour la deuxième partie d'émission. À tout de suite. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.